Nicholas Lindsay. Il s'agit de Nicholas Lindsay, un jeune homme de 17 ans originaire de Saint-Pétersbourg, en Floride, qui comparaît devant le tribunal de circuit de Pinellas Pasco après avoir commis un crime qui lui a valu d'être reconnu coupable de meurtre au premier degré et d'être condamné à une peine d'emprisonnement à vie. Le dernier message que j'ai reçu de lui était pour lui dire « Sois prudent, papa, je t'aime ». Ce à quoi il a immédiatement répondu « Je t'aime aussi, mon chéri ». C'était une heure avant que Lindsay n'aille tirer sur lui. La voix que vous venez d'entendre est celle d'Amanda Crawford, la fille de l'officier de police de Saint-Pétersbourg, David Crawford, qui a perdu la vie après une rencontre mortelle avec Nicholas Lindsay. Le 21 février 2011, l'agent David Crawford a répondu à un appel au 911 concernant un possible cambriolage près du Tropicana Field. L'appelant a affirmé avoir vu un homme tenant une brique dans son jardin, qui a ensuite sauté la clôture. L'agent Crawford arrive rapidement sur les lieux et sort de son véhicule lorsqu'il aperçoit le mystérieux cambrioleur, qui sera plus tard identifié comme étant Nicholas Lindsay. Voyant que le suspect n'était qu'un adolescent, l'agent Crawford a eu le tort de croire qu'il maîtrisait la situation. Selon la police, Nicholas Lindsay a ouvert le feu sur David Crawford alors que l'officier prenait un bloc-notes. Chaque coup qu'il a tiré était exactement là où il l'avait visé, c'est-à-dire sur le corps de l'agent Crawford. L'agent Crawford a réussi à tirer 6 balles de son Glock, mais aucune n'a atteint Lindsay qui s'est enfui de la scène. Un autre policier a trouvé le vétéran de 25 ans blessé au sol et a immédiatement appelé une assistance médicale. David Crawford a été déclaré mort au Bayfront Medical Center. La mort de Crawford a rapidement fait la une des journaux, entraînant une vaste chasse à l'homme pour retrouver le tueur, à laquelle ont participé plus de 200 policiers de différentes agences de la baie de Tampa. La chasse à l'homme a pris fin dans la nuit du 22 février 2011, lorsque la police a reçu plusieurs informations de la communauté qui ont conduit à une descente dans un appartement où Nicholas Lindsay vivait avec sa mère, Deneen Sweat, et ses frères. Deneen Sweat a déclaré plus tard à la chaîne ABC WFTS qu'elle savait que quelque chose n'allait pas lorsque la police s'est présentée à son appartement, mais qu'elle l'a laissé entrer. Après avoir découvert la raison pour laquelle la police recherchait son fils, Deneen Sweat n'a pas hésité à agir et a immédiatement dit à son fils qu'il devait coopérer avec la police. Elle a immédiatement dit à son fils qu'il devait coopérer avec la police. « J'ai dit à mon fils de se comporter en homme et de leur dire ce qui s'était passé. Et c'est ce qu'il a fait. » Madame Sweat était avec son fils lorsque celui-ci a avoué avoir tué l'agent David Crawford. Selon le chef de la police, Chuck Harmon, Lindsay n'a caché aucun détail lorsqu'il a avoué le meurtre en pleurant, après avoir été supplié par ses parents. Je pensais qu'il était en sécurité, mais ce n'était pas le cas. Quand je l'ai sorti, mon doigt était sur la gâchette. Harmon a ajouté « Je pensais que la sécurité était enclenchée, mais ce n'était pas le cas. » Lorsqu'il a fait son aveu sur l'enregistrement à la fin de la journée, il était évident qu'il éprouvait des remords pour ses actes. Dans ses aveux, Lindsay a déclaré avoir tiré sur l'estomac de Crawford avec une arme qu'il avait achetée pour $140 dans la rue une semaine avant l'incident. Le jeune homme, alors âgé de 16 ans, a également déclaré à la police qu'il ne se souvenait pas du nombre de coups de feu qu'il avait tirés sur Crawford. Cependant, la police a révélé plus tard que Lindsay avait tiré au moins 4 fois sur le policier qui ne se doutait de rien. L'adolescent meurtrier s'est enfui de la scène et a jeté son arme dans un ruisseau. L'affaire a attiré l'attention des médias car Crawford était le 3e policier à mourir à Saint-Pétersbourg en moins d'1 mois. Sans surprise, le palais de justice du comté de Pinellas était bondé de journalistes le lendemain, lorsque Nicholas Lindsay a été officiellement inculpé du meurtre de David Crawford. Bien que Lindsay ait déjà été inculpé dans le cadre du tribunal de l'absentéisme scolaire du système juvénile, un procès pour meurtre n'était pas un terrain familier pour l'adolescent. Dans la salle d'audience, Lindsay a montré peu d'émotion. Pourtant, son père, Nicholas Lindsay Sr., a fondu en larmes en s'excusant auprès de la famille et des amis du policier tué. Le père, visiblement désemparé, a déclaré « Au nom de moi, de mon fils et de toute ma famille, nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille et aux collègues avec lesquels il travaillait. C'est mon seul fils et je suis désolé que cela se soit produit. » S'exprimant dans la salle d'audience, Stu Crisco, le partenaire de l'agent Crawford, a expliqué qu'il avait du mal à pardonner à Nicholas Lindsay. « Selon ma foi, je suis censé vous pardonner, mais je ne sais pas si j'y parviendrai un jour. » Stu Crisco a ajouté « J'espère que vous vivrez très vieux, enfermé, et que chaque jour où vous avez été enfermé, vous pourrez penser aux choix que vous avez faits cette nuit-là, et à toutes les choses que vous avez manquées. » Après un procès d'une semaine en mars 2012, Nicholas Lindsay, 17 ans, a été reconnu coupable du meurtre de David Crawford et condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Bien que Lindsay ait été jugé en tant qu'adulte, son âge a joué un rôle déterminant dans le fait qu'il n'a pas été condamné à la peine de mort. 2 ans plus tard, la condamnation à perpétuité de Lindsay a été confirmée en appel,
et le tueur condamné a choqué tout le monde lorsqu'il a souri en entendant la décision du juge. Beaucoup ont été surpris par l'absence de remords de l'adolescent, en particulier Amanda, la fille de David Crawford. S'adressant aux journalistes après la décision, Amanda a souligné la réaction maladroite de Lindsay dans la salle d'audience. Elle a déclaré « La justice a été rendue et je suis heureuse que ce soit terminé. Et cela me prouve que c'est un animal, car il était assis là, souriant. » Donta Wright, 3e chef d'accusation de volume à main armée, 6e chef d'accusation de complot en vue de commettre un volume à main armée, le l'arme à feu et un chef d'accusation supplémentaire de meurtre au second degré. En vertu du code 750.317, il s'agit d'un crime passible de la réclusion à perpétuité pour un nombre indéterminé d'années. Lorsqu'il s'agit de réactions choquantes à des condamnations à perpétuité prononcées par des tueurs adolescents, rares sont celles qui se rapprochent des sourires glaçants et de l'attitude imperturbable de Donta Wright, 18 ans, qui comparaissait devant le tribunal de première instance du comté de Washtenaw à Ann Arbor, Michigan, pour le meurtre horrible d'un lycéen de 18 ans, Jordan Klee. Jordan Klee était en dernière année au lycée Pioneer et l'un des meilleurs footballeurs de son école. Il rêvait d'aller à l'université du Michigan et de rejoindre son équipe de football. Malheureusement, ce rêve ne s'est jamais concrétisé, car Klee n'a même pas réussi à obtenir son diplôme de fin d'études secondaires. Le 4 octobre 2016, Klee a été retrouvé mort par un agent d'entretien dans un complexe d'appartements à Pine Lake Village, Ann Arbor. Il avait une seule blessure par balle à la tête et son corps gisait sur un chemin à l'extérieur du complexe de copropriété. Le corps gisait sur un chemin à l'extérieur de la copropriété. C'est une grande perte pour les enseignants. Des policiers ont été immédiatement appelés sur les lieux et une enquête approfondie a été ouverte après que la mort a été considérée comme un homicide. À la suite de certains indices, 3 suspects ont été arrêtés en relation avec le meurtre de Jordan Klee: Donta Wright, Delrano Grasset et Jermarius Ellison. Ils étaient tous adolescents au moment du crime et auraient appartenu à un gang de rue. Plusieurs mois après la mort de Jordan Klee, Donta Wright a laissé tout le monde stupéfait lorsqu'il a avoué en toute décontraction avoir tué Klee avec l'aide de ses amis lors d'une audience en juin 2017. Wright a expliqué que le trio avait tenté de voler Klee lorsque les choses ont mal tourné et qu'il lui a tiré une balle à l'arrière de la tête. Et à la suite de ce volume à main armée, qu'avez-vous fait de cette arme et de Monsieur Jordan Klee? Je lui ai tiré dessus. Où lui avez-vous tiré dessus? 1 mois plus tard, Donta Wright a rencontré les membres de la famille des victimes au tribunal du comté de Washtenaw, dans le Michigan. Cependant, tous ceux qui s'attendaient à une procédure paisible ont été déçus, car le tribunal a été brièvement plongé dans la confusion après que le juge a menacé de rejeter l'accord de condamnation en raison du comportement épouvantable de Donta Wright dans la salle d'audience. Alors qu'un membre de la famille lisait une déclaration au nom de la mère éplorée de la victime, on pouvait voir Donta Wright sourire et presque rire de la douleur de la famille de sa victime. Ne prêtant aucune attention à l'embarrassante démonstration de pétulance de Wright, le membre de la famille a fait fondre en larmes la plupart des personnes assises dans le tribunal en lisant le dernier paragraphe de la déclaration d'impact de Karen Klee. « J'ai perdu le rire et l'amour. Je n'ai plus l'espoir d'avoir des petits-enfants. J'ai perdu le plaisir des vacances, des anniversaires et de la vie de tous les jours. » Donta Wright a encore plus énervé le juge déjà irrité lorsqu'il s'est adressé à la cour. Au lieu de s'excuser auprès de la famille de sa victime, l'adolescent meurtrier a choisi de s'adresser à sa propre famille. Il a déclaré en toute décontraction « Je veux juste vous dire que je serai bientôt à la maison. J'aime ma famille. » À ce stade, le juge David Swartz, de la 22e cour de circuit, en a eu assez de l'attitude de Wright, et il a demandé au procureur si l'accord de condamnation était trop clément. Il a répondu « En vous voyant assis là, sourire, rire, secouer la tête, comme si ce n'était pas grave, je suis très tenté de dire « Je ne vais pas accepter cet accord sur la peine, et nous irons au procès. Et si vous êtes condamné pour meurtre, vous irez en prison pour le reste de votre vie. Cela signifie que vous y mourrez. » La Cour a ensuite fait une courte pause pour permettre au ministère public de délibérer sur l'opportunité d'engager un procès, comme l'avait suggéré le juge. En fin de compte, la famille de Jordan Klee a demandé à ce que l'affaire ne soit pas portée devant les tribunaux, car cela ne ferait qu'aggraver leur traumatisme. À la reprise de l'audience, l'avocat de Wright s'est excusé au nom de son client et a attribué son comportement inapproprié à des problèmes émotionnels dont souffrait Wright. Le juge David Swartz a ensuite imposé une peine de 23 à 50 ans de prison à Donta Wright pour le meurtre de Jordan Klee. Compte tenu de la dureté de l'expérience carcérale, il faut espérer que Donta Wright a gardé le sourire tout au long de sa détention. Jennifer Mee. Dans une autre vie, Jennifer Mee aurait pu être une star de la télé-réalité ou une influenceuse des médias sociaux. Jennifer savait en tout cas attirer l'attention du public.
comme elle l'a démontré lorsqu'elle a fait irruption sous les feux de la rampe pour la première fois en 2007. La jeune fille, alors âgée de 15 ans, a acquis une notoriété nationale lorsqu'elle a développé un séas inhabituel de hockey incontrôlable. J'ai de très fortes douleurs à la poitrine, à l'abdomen, à la gorge et au dos. C'est incroyable. La recherche d'un remède au hockey par Jennifer Mee lui a valu le surnom de fille au hockey et, pendant cette période, elle a participé à plusieurs émissions de télévision dans tout le pays pour tenter de trouver une solution durable à son problème de hockey. Après avoir souffert de ces mystérieux symptômes pendant plus d'1 mois, le hockey a finalement cessé lorsqu'elle a été traitée par le docteur Bob Lind. Bien que l'attention des médias se soit considérablement réduite après son traitement, Mee a continué à faire les gros titres, mais pour de mauvaises raisons. En juin 2007, elle a fait une fugue qui a été rapportée dans les journaux. En 2010, la police de Saint-Pétersbourg a également lancé un avis de disparition pour Mee. À partir de là, les choses ont continué à se dégrader pour Jennifer Mee. Les problèmes de Jennifer Mee ont commencé lorsqu'elle a commencé à fréquenter un homme nommé Lamont Newton en 2010. Elle n'avait que 18 ans à l'époque, et, avec un troisième complice, Laron Rayford, ils ont formé un gang de voleurs armés qui ciblèrent des victimes sans méfiance à partir de sites de réseautage social. En octobre 2010, Jennifer a rencontré en ligne un homme de 22 ans, Shannon Griffin, et l'a attiré quelques jours plus tard dans une maison inoccupée. Une fois le duo arrivé à la maison, Mee a conduit Griffin à l'arrière, où Newton et Rayford avaient déjà tendu une embuscade. Griffin a été abattu de plusieurs balles de calibre 38 Mee, et ses amis se sont ensuite emparés de moins de $50 de son argent, le laissant mourir des suites de ses blessures. Les 3 suspects ont été arrêtés quelques heures seulement après la découverte du corps de Griffin. Leur arrestation a été relativement facile, étant donné que le trio vivait ensemble jusqu'à ce que la police les capture. Les 3 amis ont ensuite été inculpés de meurtre au premier degré, bien que la police ait pu établir que Jennifer Mee n'avait pas appuyé sur la gâchette. En novembre 2010, Jennifer Mee s'est présentée à une audience du tribunal du comté de Pinellas pour convaincre un juge de la libérer sous caution. Bien qu'elle n'ait pas parlé pendant l'audience, le microphone a amplifié ses sanglots et ses hoquets alors qu'elle se tenait à côté de l'avocat John Trevino, qui a imploré le juge de la libérer sous caution parce qu'elle ne risquait pas de s'enfuir. Doug Bolden, le cousin de Griffin, a également pris la parole lors de l'audience, et il a rappelé à quel point Griffin était excité à l'idée de son rendez-vous avec Mee. Doug a déclaré « Il allait avoir un rendez-vous. Il pensait simplement qu'il allait avoir un rendez-vous. C'était juste un jeune universitaire, souriant jusqu'aux oreilles, sur le point d'aller à un rendez-vous. Il était heureux comme tout. » À la suite du plaidoyer passionné de Doug Bolden, le juge a refusé de libérer Jennifer Mee sous caution et l'a placée en détention provisoire. Près de 3 ans après la mort de Griffin, le juge Nancy Moitley du comté de Pinellas a déclaré Jennifer Mee coupable de meurtre au premier degré. Le jury vous ayant déclaré coupable de meurtre au premier degré, mademoiselle Mee, je vous déclare coupable et vous condamne à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. En entendant le verdict, Jennifer Mee s'est mise à pleurer de façon incontrôlable, tout en se tenant la tête avec les mains. L'expression de son visage était celle d'une personne soudainement frappée par la réalité de la ruine de sa vie. Jennifer Mee a encore sangloté alors qu'on la conduisait hors de la salle d'audience pour qu'elle reprenne sa peine d'emprisonnement. Mackenzie Shirilla. L'enfer n'a pas de fureur comme une femme méprisée, et dans ce séas, Mackenzie Shirilla est devenue l'enfer sur Terre pour ses victimes, son petit ami Dominique Russo et son copain Davion Flanagan, en exécutant une sentence de mort sur eux en utilisant sa voiture Toyota Camry. Pour cet acte lâche, Mackenzie Shirilla a mérité à juste titre le surnom d'enfer sur roue. Shirilla et Dominique Russo ont été ensemble pendant plusieurs mois, et la plupart des personnes qui les suivaient sur les réseaux sociaux pensaient que tout allait bien pour les jeunes amoureux. Ils partageaient régulièrement des photos et des vidéos d'amour sur leurs profils de médias sociaux, ce qui faisait croire à beaucoup de leurs amis sur les médias sociaux que le duo était une vraie affaire. Pourtant, en coulisses, c'était loin d'être le cas. L'amour qu'ils partageaient autrefois semble s'être évanoui, et le duo ne cesse de se battre et de se disputer. Leur relation est devenue tellement toxique que les menaces sont devenues monnaie courante, et c'est à ce moment-là que Russo a décidé qu'il était temps d'arrêter. C'était la solution évidente pour toute personne sensée, mais Shirilla considérait Russo comme la sienne, et a décidé que la mort était le seul moyen de mettre fin à leur relation. C'est ainsi que le 31 juillet 2022, vers 5h30 du matin, la jeune fille, alors âgée de 17 ans, a conduit sa Toyota Camry à plus de 100 km/h et a percuté un grand bâtiment en briques à l'intersection des rues Progress et Alameda à Strongsville.
2 autres personnes se trouvaient dans la voiture au moment de l'accident. Le petit ami de Mackenzie Shirilla, Dominic Russo, qui avait alors 18 ans, et son copain Davion Flanagan, âgé de 17 ans. Les deux ont été déclarés morts sur les lieux de l'accident, tandis que Shirilla a miraculeusement survécu, mais a été hospitalisé. Bien que Shirilla ait continué à clamer son innocence et à affirmer qu'elle ne se souvient pas de ce qui a conduit à l'accident, ses actions après la collision ont été quelque peu déconcertantes pour une personne qui était censée pleurer la perte de son âme sœur. Après l'accident, Shirilla a cherché sur Internet des emplois de mannequin à Los Angeles, alors qu'elle était encore sur son lit d'hôpital. Après sa sortie de l'hôpital, Shirilla a assisté à un concert de musique dans son fauteuil roulant et a ensuite enregistré une vidéo TikTok pour Halloween, où on la voit danser avec des amis danseux qui ressemblent à un costume de cadavre. Ce sont là quelques-uns des points soulevés par l'accusation au cours du procès pour double meurtre. Les procureurs ont également exploré la relation problématique que Shirilla entretenait avec Russo et l'ont utilisée pour fournir des preuves supplémentaires contre elle. L'accusation a expliqué comment Shirilla était devenue menaçante à l'égard de son petit ami dans les semaines précédant l'accident. Selon le témoin, 2 semaines avant l'accident, elle avait menacé d'écraser sa voiture alors qu'elle conduisait avec Russo parce qu'ils s'étaient disputés. Il a observé à ce moment-là la défendresse frapper Dominic Russo avec les 2 mains et l'a entendu faire une déclaration. Une déclaration admissible, et elle a dit « Dominic, je vais écraser cette voiture. Nous estimons que c'est le SIA. » En particulier, c'est important pour son état d'esprit 2 semaines plus tard, lorsqu'elle a utilisé la voiture pour tuer Dominic Russo. Sans surprise, la vidéo a joué un rôle essentiel dans le verdict rendu par la juge Nancy Margaret Russo du comté de Cuyahoga lors de la condamnation de Mackenzie Shirilla le 14 août 2023. Tout en soulignant spécifiquement la vidéo de l'accident, la juge a déclaré « C'est le type de preuve que vous utilisez pour déterminer la peine. C'est le type de preuve qu'on ne peut jamais oublier. On ne peut jamais oublier le visuel ou l'audio de cette pièce à conviction qui fait froid dans le dos et est tragique. En visionnant cette pièce à conviction, vous savez que vous assistez à la mort imminente de 2 personnes et que rien ne pourra l'arrêter. » Alors que le juge lisait son discours de précondamnation, Mackenzie Shirilla sanglotait de manière incontrôlable, car elle réalisait peu à peu la direction que prenait le verdict. Avant de prononcer le verdict, la juge a souligné que Shirilla s'était rendue sur le lieu de l'accident, un itinéraire obscur qu'elle n'emprunte généralement pas, quelques jours avant l'accident, et a fait écho à la position des procureurs, selon laquelle ces actes étaient prémédités. Elle a agi en sachant que ces actes pouvaient nuire non seulement aux occupants du véhicule, mais aussi aux piétons. Le juge Russo, qui n'a aucun lien de parenté avec Dominic Russo, a conclu en soulignant qu'il ne faisait aucun doute que Shirilla avait l'intention de tuer son petit ami. Voici ce qu'elle a dit, elle avait une mission, et l'a exécutée avec précision. La mission était la mort. Elle a ajouté « Ses actions étaient contrôlées, méthodiques, délibérées, intentionnelles et volontaires. Il ne s'agissait pas d'une conduite imprudente, mais d'un meurtre. » La juge Nancy Margaret Russo a reconnu Mackenzie Shirilla coupable d'avoir tué Dominic Russo et Davion Flanagan. Elle l'a ensuite condamné à 2 peines concurrentes de 15 ans à perpétuité. Alors que Mackenzie Shirilla était menottée par les officiers, elle s'est mise à pleurer de manière incontrôlée. Mackenzie Shirilla a ensuite été escortée hors du tribunal pour commencer à purger sa peine de prison. Aiden Fucci. Il s'agit d'Aiden Fucci, âgé de 14 ans, qui comparait au tribunal du comté de St. John S, en Floride. Ne vous fiez pas à son air inoffensif, car l'adolescent a délibérément endeuillé toute la communauté du comté de St. John's en poignardant mortellement son camarade de classe Tristan Bailey à 114 reprises. Bien que Fucci et Bailey aient fréquenté la Patriot Oaks Academy dans le comté de St. John S, en Floride, Bailey était plus impliquée dans les activités scolaires et faisait partie de l'équipe de Pom-Pom Girls de l'école. Elle était l'un des 5 enfants de Stacy et Forrest Bailey et vivait avec sa famille à Durbin Crossing, dans le nord-ouest du comté de St. le soir de sa mort. Fucci a convaincu la Pom-Pom Girl de 13 ans de quitter la maison et de le rejoindre chez un ami. Le même jour, des images vidéo provenant d'une résidence montrent 2 personnes que l'on pense être Fucci et Bailey marchant vers l'est sur Saddlestone Drive, ce qui est très proche de l'endroit où le corps de la jeune fille a été découvert, au bout d'un bassin de rétention. À un moment donné, Fucci a réussi à attirer Bailey dans un endroit isolé où il a lancé une attaque vicieuse contre elle, la poignardant 114 fois. L'autopsie a révélé plus tard qu'au moins 49 de ses coups étaient des blessures défensives. Le 9 mai 2021, Bailey a été portée disparue par sa famille après s'être volatilisée de leur domicile. Alors que les recherches se poursuivent pour retrouver la Pom-Pom Girl disparue, Aiden Fucci se rend sur Snapchat pour partager un message, brandissant un signe de paix à l'arrière d'un véhicule de patrouille de police aux côtés de sa meilleure amie.
L'image était accompagnée d'un message disant « Hé les gars, est-ce que quelqu'un a vu Tristin récemment ?» Cependant, l'enquête de Fucci n'a pas reçu le genre de réponse qu'il espérait, comme l'a écrit un commentateur en particulier. « Tu étais avec elle, Hayden. Sache ce qui lui est arrivé. » Plus tard, dans la journée du dimanche, le corps de Tristin a été retrouvé dans un bassin de rétention près de son domicile. Une enquête pour meurtre a immédiatement été ouverte et a conduit la police directement à Hayden Fucci, qui a été arrêté le 10 mai 2021 en tant que principal suspect. Fucci a d'abord affirmé qu'il n'avait rien à voir avec le meurtre, mais sa version a continué à changer au cours de son interrogatoire. Finalement, Fucci a affirmé que Tristy et lui s'étaient disputés et qu'il l'avait poussée au sol, où elle s'était accidentellement cogné la tête. Fucci a fait ces fausses déclarations en ignorant la quantité de preuves que les enquêteurs avaient déjà sur lui. En parlant à ses amis et à sa petite amie, les enquêteurs avaient établi que Fucci rêvait souvent de tuer des gens et qu'il détaillait précisément des plans de meurtre consistant à traîner une personne au hasard dans les bois et à la poignarder. La petite amie d'Hayden Fucci a également déclaré aux enquêteurs qu'il avait toujours un couteau sur lui et qu'il parlait souvent de tuer des gens, même elle. Elle a déclaré qu'il aimait se placer derrière elle et faire semblant de lui trancher la gorge. Elle a admis que même si c'était un peu troublant, ils n'ont jamais pris ses propos au sérieux. Une tonne de preuves matérielles a également été retrouvée, désignant Hayden Fucci comme l'assassin de Bailey. Un couteau dont la pointe est manquante a été retrouvé près du corps de la victime, et les fragments correspondent à ceux qui se sont logés dans le cuir chevelu de Bailey. Le couteau a ensuite été identifié comme étant celui de Fucci. Il y a aussi la vidéo de sécurité qui montre Fucci et Bailey près du lieu du crime et des preuves ADN. Une perquisition au domicile d'Hayden Fucci a également permis de recueillir une montagne de preuves qui ont largement suffi à prouver sa culpabilité. Les détectives ont également trouvé des chaussures et des vêtements mouillés et tachés de sang dans sa chambre, du sang et de la saleté sur le siphon de l'évier de la salle de bain, ainsi qu'un jean taché de sang dans un panier à linge. Le 6 février 2023, Fucci a plaidé coupable du meurtre au premier degré de Tristin Bailey. Bien qu'il ait eu 16 ans à l'époque, il a été jugé comme un adulte en raison de la nature horrible de son crime et de la préméditation dont il a fait preuve. Je voulais simplement dire que je plaide coupable et que je suis désolé pour la famille Bailey et la mienne. Jones, le 24 mars 2023, le juge R. Lee Smith a souligné l'impact du meurtre sur la communauté en lisant son rapport sur le verdict. Il a déclaré « Je dirais que cette affaire est probablement la plus difficile et la plus choquante que ce comté ou le comté de St. John's ait eu à traiter au cours de mes 20 années ou de mes 16 années de pratique du droit. Même si M. Fucci a écouté attentivement le rapport de M. Smith sur le verdict, il est resté stoïque et n'a manifesté aucune émotion, préférant secouer la tête à plusieurs reprises. M. Fucci, ayant plaidé coupable au crime de meurtre au premier degré, je vous déclare coupable du meurtre prémédité au premier degré de Tristan Bailey. Je vous condamne à la prison à vie. Même lorsque le juge l'a déclaré coupable du meurtre prémédité au premier degré de Tristan Bailey, il n'a manifesté aucune réaction ou émotion visible. Juste un regard froid et sans vie qui donnerait des cauchemars à ceux qui ont le cœur fragile. Le juge lui a imposé une peine de prison à perpétuité pour s'assurer qu'il ne causerait plus de problèmes dans le comté de St. John's ou ailleurs. Toutefois, en raison de son âge au moment des faits, il pourra bénéficier d'une libération conditionnelle après avoir purgé 25 ans de sa peine. Philip Chisholm. Bien que Philip Chisholm puisse ressembler à n'importe quel autre adolescent, cet élève de 9e année du Danvers High School, Massachusetts, n'avait que 14 ans lorsqu'il a comparu devant la Cour supérieure de Salem pour répondre à des accusations de meurtre au premier degré, de volume à main armée et de viol, après avoir brutalisé sa professeure de mathématiques, Colleen Ritzer, âgée de 24 ans, à l'intérieur des toilettes de l'école. Ses amis, sa famille et ses collègues ont décrit Colleen Ritzer comme une personne brillante, à la personnalité bouillonnante, qui aimait faire sourire tout le monde. Cette nature bienveillante l'a finalement mise en danger lorsqu'elle a innocemment demandé à Chisholm de rester après l'école pour l'aider à résoudre des problèmes de mathématiques. À l'insu de Ritzer, Chisholm avait déjà élaboré un plan sinistre pour mettre fin à sa vie quelques jours auparavant. Mais pourquoi un élève de 14 ans voudrait-il la mort de son professeur? Philip Chisholm n'a jamais fourni d'explication sur ses actes, mais un élève qui avait été témoin d'une petite altercation entre Ritzer et Chisholm a permis aux enquêteurs d'en savoir un peu plus. L'élève s'est souvenu avoir vu Chisholm visiblement bouleversé lorsque Ritzer a innocemment fait référence à son récent déménagement du Tennessee au cours d'une discussion avec lui. L'adolescent avait quitté le Tennessee pour s'installer dans le Massachusetts avec sa mère, qui vivait un divorce houleux avec son père. Bien que Ritzer ait rapidement changé de sujet, Chisholm semblait toujours contrarié, et l'étudiant témoin l'a ensuite observé en train de parler tout seul. Plusieurs heures après cette chute,
Philip Chisholm a commis l'impensable, et les images capturées par le système de caméras de sécurité nouvellement installé dans l'école montrent qu'il s'agissait d'un acte prémédité. Le matin du 22 octobre 2013, les caméras de sécurité ont montré Philip Chisholm arrivant à l'école avec plusieurs sacs qui ont été placés dans son casier. À l'intérieur de ces sacs se trouvaient un masque, un cutter et des vêtements de rechange, des outils qu'il avait l'intention d'utiliser pour mener à bien son plan diabolique. Vers 14h45, Ritzer a été enregistré en train de sortir de la salle de classe et de se diriger vers les toilettes des femmes au 2e étage. Quelques instants plus tard, Chisholm jette un coup d'œil dans le couloir en direction de Ritzer avant de retourner dans la salle de classe. Il réapparaît ensuite avec sa capuche sur la tête, suit Ritzer et enfile des gants avant d'entrer dans la même salle de bain. Une fois dans les toilettes, Philip Chisholm vole à Colin Ritzer son iPhone, ses cartes de crédit et ses sous-vêtements avant de la violer et de lui asséner 16 coups de cutter dans le cou. Entre 15h07 et 15h16, Chisholm a été filmé par la caméra de sécurité, portant plusieurs tenues différentes et parcourant le parking et les salles de classe avant de retourner dans les toilettes. Il a ensuite placé le corps de Ritzer dans une poubelle et l'a transporté hors de l'école par un ascenseur. Il a traîné la poubelle jusqu'à une zone boisée à l'extérieur de l'école où il a de nouveau violé le corps sans vie de Ritzer, mais cette fois à l'aide d'une branche d'arbre. Après cet acte de sauvagerie, Chisholm a poursuivi sa journée comme si de rien n'était et a même quitté l'école suffisamment tôt pour acheter des billets de cinéma avec la carte de crédit de Ritzer. Pendant ce temps, les recherches pour retrouver Chisholm avaient déjà commencé après qu'il ait été désigné comme le principal coupable suite à la disparition mystérieuse de Ritzer et à la découverte de sang dans la salle de bain, de la poubelle ensanglantée et de ses vêtements tachés de sang près du sentier de cross-country dans les bois derrière l'école. Curieusement, Philip Chisholm était la seule personne affiliée à l'école qui avait également disparu. Philip Chisholm a été arrêté le lendemain vers 12h30 alors qu'il marchait le long d'une route sombre à l'extérieur de Danvers. Lorsque la police a fouillé Chisholm, elle a trouvé en sa possession plusieurs objets appartenant à Ritzer, notamment ses sous-vêtements, ses cartes de crédit et son sac à main, le cutter étant couvert de sang séché. Après avoir interrogé Chisholm, la police a obtenu des informations qui lui ont permis de découvrir le corps à moitié nu de Colin Ritzer vers 3h du matin. Une branche d'arbre est restée accrochée à son vagin et les inspecteurs ont également trouvé une note manuscrite de Chisholm sur laquelle on peut lire « Je vous déteste tous ». La mort de Colin Ritzer, membre très apprécié du corps enseignant du lycée de Danvers, a provoqué une onde de choc dans toute la communauté et malgré le deuil, de vives protestations se sont élevées pour que justice soit rendue à son meurtrier, malgré son âge. En conséquence, Philip Chisholm a été jugé comme un adulte alors qu'il n'avait que 14 ans lorsqu'il a commis ces crimes odieux. Lors du prononcé de la sentence, le 6 février 2016, les amis, la famille, les collègues et les élèves du professeur de mathématiques de 24 ans ont pris d'assaut la salle d'audience pour exiger que Philip Chisholm soit envoyé en prison pour le reste de sa vie. Dans les déclarations des victimes, les proches de Colin Ritzer ont fait part de leur douleur et ont expliqué à quel point la vie était difficile depuis que Ritzer leur avait été brutalement arraché. Le frère de Colin Ritzer a notamment pris la parole lors de la détermination de la peine et n'a pas mâché ses mots lorsqu'il a décrit le type de verdict que Philip Chisholm méritait selon lui. Il a déclaré au tribunal « Mettez cet animal derrière les barreaux pour la peine maximale possible. Ne donnez pas à ce lâche la possibilité de briser la vie d'une autre famille. » Ces sentiments ont été réitérés par la mère de Colin Ritzer, qui a décrit l'assassin de sa fille comme « le mal à l'état pur », qui ne pourra jamais être réhabilité. Monsieur Chisholm est resté muet pendant qu'il regardait les familles et les amis des victimes décrire en larmes la douleur que leur avait causée cette perte. Rien dans son comportement ne laissait supposer qu'il éprouvait le moindre remords pour ses actes, et encore moins qu'il les regrettait. Après avoir entendu toutes les déclarations des victimes, le juge a condamné Philip Chisholm à au moins 40 ans de prison pour le viol et le meurtre de Colin Ritzer. En entendant le verdict, sa mère, qui se trouvait dans la salle d'audience, a fondu en larmes. Cependant, Philip Chisholm n'a montré aucune émotion lorsqu'il a été menotté à l'extérieur de la salle d'audience. Chandel Jackson. Notre dernière histoire est peut-être la réaction la plus choquante à une condamnation à perpétuité que vous ayez jamais vue. Au lieu d'éprouver des remords, Chandel Jackson a fait preuve de mépris et d'arrogance depuis le moment où il a assassiné Nathan Potter, un étudiant en cinéma de 21 ans de l'université du Wisconsin-Milwaukee, jusqu'à sa condamnation par le tribunal de circuit du comté de Milwaukee. En juillet 2009, Jackson et un complice, Derek J. Thomas, ont abordé Potter alors qu'il se rendait à son appartement de River West, dans le bloc 2500 de N, Douceman Street. Leur intention était de le voler, mais lorsqu'ils ont découvert qu'il n'avait pas d'argent,
Chandel Jackson a sorti une arme et a tiré une balle dans la poitrine de Nathan Potter. C'est un meurtre absurde qui n'avait pas lieu d'être. Mais la soif de sang et de violence de Chandel Jackson était apparemment à son comble puisqu'il a été impliqué dans une autre fusillade non mortelle le même jour. Le jeune homme, alors âgé de 19 ans, a été arrêté peu de temps après avoir tué l'étudiant en cinéma, mais personne n'était préparé au drame qui s'est déroulé par la suite. En février 2010, un jury a reconnu Jackson coupable d'avoir participé à un crime d'homicide intentionnel au premier degré et de tentative de volume sur la personne de Nathan Potter. Cependant, Jackson a choqué tout le monde dans la salle d'audience par sa réaction au verdict. Il s'est tourné vers la famille de sa victime et l'a couverte d'obscénité. Quelques minutes après cet étrange accès de colère, Jackson est conduit hors de la salle d'audience par des adjoints et, au moment où il atteint la porte, il se tourne vers les Potter et rit. Quelques mois plus tard, lors de la condamnation de Chandel Jackson, l'assistant du procureur Mark Williams a diffusé la vidéo de ce moment honteux à la juge Rebecca Dallett du comté de Milwaukee, dans le but de démontrer l'absence de remords de Jackson et de l'amener à exclure toute possibilité de libération conditionnelle. Après la diffusion de l'enregistrement, le père de Nathan Potter, John Potter, a eu l'occasion de s'adresser à la cour et, entre de gros sanglots, il a exhorté la juge à mettre Jackson à l'ombre pour de bon. Il a déclaré « Monsieur le juge, il n'y a rien qui puisse vous empêcher d'agir, monsieur le juge. Il n'y a rien que l'on puisse dire pour faire revenir Nathan. Mais votre sentence peut faire en sorte que Chandel n'ait pas l'occasion, en tant qu'homme libre, d'infliger à nouveau une telle douleur. Le mal à l'état pur existe-t-il? Nous le pensons. En fin de compte, la tactique employée par l'accusation s'est avérée payante, puisque le juge Dallett a condamné Chandel Jackson à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Le verdict a provoqué un violent accès de colère de la part de Jackson, qui a proféré une série d'obscénités à l'encontre du juge et de la famille de la victime. Finalement, il a dû être maîtrisé, aspergé de gaz poivré et retenu physiquement par 3 adjoints. Ces scènes ont plongé le tribunal dans un pandémonium momentané et les membres de la famille de Jackson ont saisi l'occasion pour se moquer des Potter. Tout en criant son soutien à Jackson alors qu'il était conduit hors de la salle d'audience par les adjoints, on a pu entendre une femme dire à la famille Potter « Je vous déteste tous! Je vous déteste tous !» La plupart des personnes qui ont assisté à la sentence ont été consternées par le comportement de la famille de Jackson, en particulier celui des Potter. S'adressant aux journalistes après la sentence, le père de la victime, John Potter, était visiblement troublé par la haine dirigée contre sa famille, tout en répétant qu'elle n'avait rien fait pour justifier un tel traitement. Il a terminé en déclarant qu'il espérait que Jackson finirait par accepter ses actes et apprendrait à apprécier la vie humaine tout en passant le reste de sa vie derrière les barreaux. Pour plus de contenu comme celui-ci, cliquez sur les vidéos qui s'affichent sur votre écran.